Bonsoir à tous, je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. Ça va me donner l'occasion de compléter, d'améliorer un certain nombre de connaissances que je peux disposer sur la flûte enchantée. Parce que figurez-vous que ça fait presque plus de 20 ans que je m'intéresse à cet opéra. J'y ai consacré pas mal de conférences. J'anime un certain nombre de séminaires d'ailleurs à l'APM, l'Association Progrès du Management, auprès de chefs d'entreprise sur ce thème depuis une vingtaine d'années. Et j'ai écrit effectivement un livre chez Fayard sur ce thème. Et il se trouve que, après plus de 20 ans de travail, de recherche, je me pose encore énormément de questions sur la flûte enchantée. Et il me semble que, effectivement, je n'aurai jamais fini de comprendre cette œuvre, tant elle est profonde, tant elle est mystérieuse, tant elle va très très loin dans l'expression à la fois musicale, mais dans l'expression de ce qu'était la personnalité même de Mozart. Et c'est ce que j'aimerais partager ce soir avec vous. Alors le plan que je vous propose est le suivant. Nous allons voir d'abord une introduction, on va poser le sujet. Ensuite, je vous expliquerai en quoi, me semble-t-il, cet opéra est un opéra profondément humaniste. Certains d'ailleurs ont comparé cet opéra à la 9e symphonie de Beethoven. C'est très pertinent. C'était le cas de George Bernard Shaw, par exemple, ou d'Igmar Bergman, Jacques Chaillet aussi, qui a comparé ces deux œuvres de façon très pertinente. Et puis, donc, la deuxième partie sera consacrée à la partie rituelle de cet opéra. Si vous voulez, s'il fallait résumer en une phrase cet opéra, je dirais que c'est un opéra profondément humaniste, dans l'esprit de celui des Lumières. Mozart était un homme des Lumières. Donc c'est un opéra humaniste, merveilleux et complexe, ou multiple, si vous voulez. Merveilleux parce que c'est un conte de fées, on va le voir. Complexe, multiple parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Et dont la trame se situe effectivement dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque les mystères égyptiens. Ce qui va, me semble-t-il, encore beaucoup plus loin que la stricte dimension maçonnique. Et c'est ce que j'aimerais, avec vous ce soir, aborder. Alors, en introduction, je vous dirais que je citerai une phrase d'un Suisse, né à Lucerne, Peter von Matt, écrivain suisse, né en 1937, prix Goethe en 2014. Et Peter von Matt, dans un de ses écrits consacrés à Mozart, il en a consacré pas mal, et il a cette phrase que je trouve très intéressante. La flûte enchantée est, avec Hamlet de Shakespeare et la Joconde de Léonard de Vinci, la troisième grande énigme de notre culture. Rätsel en allemand. Effectivement, cette œuvre est profondément énigmatique et elle ouvre tellement de portes qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop par quel bout la saisir. C'est le problème des œuvres qui sont comme ça, avec plusieurs niveaux de lecture. Donc je dirais que face à une œuvre aussi profonde, il faut avancer sur la pointe des pieds. J'aime bien cette expression d'Alain Finkielkraut à propos de la littérature qui dit que quand on a affaire à un grand texte de la littérature, et Dieu sait si la littérature c'est le monde de la nuance, eh bien il faut avancer sur la pointe des pieds. Il faut se méfier, me semble-t-il, des assertions définitives, de ceux qui veulent plaquer une grille de lecture sur une œuvre qui finalement est foisonnante, sur une œuvre qui, à bien des égards, vous savez, c'est ce qu'on appelle la vision du mystère. Pas le mystère au sens des mystères égyptiens, on va y venir, ou des mystères d'Éleusis, mais le mystère dans l'acception normale. Vous avez deux manières de considérer le mystère. Soit vous dites, cette œuvre est un mystère, c'est-à-dire je n'y comprends rien, je n'y comprendrai jamais rien. C'est le cas de beaucoup de gens qui vont voir la flûte enchantée pour la première fois. Ils se disent, mais quel est le sens? On passe du rire aux larmes, on passe du profane au sacré, on passe du conte de fées au drame sacré ou au rite initiatique, et on a du mal à trouver des repères. Voyez. Donc cette œuvre, en fait, effectivement, il faut avancer sur la pointe des pieds, se méfier effectivement de tout systématisme, de plaquer une grille de lecture qui ne conviendrait pas, me semble-t-il, au caractère effectivement foisonnant de cette œuvre. Alors, Jean Starobinski, autre grand intellectuel suisse, qui a consacré aussi de nombreux écrits à Mozart, à propos de la flûte enchantée, il dit « c'est un persistant mystère ». Pas dans le sens des mystères égyptiens, mais un mystère effectivement persistant, y compris pour un grand intellectuel de cette envergure qu'est Jean Starobinski.
Alors, c'est l'opéra aussi, me semble-t-il, des superlatifs. C'est l'opéra des superlatifs parce que, effectivement, c'est l'opéra le plus joué sur toutes les scènes du monde. Vous imaginez? C'est-à-dire que c'est un opéra qui a été créé le 30 septembre 1791 dans un faubourg de Vienne, pas très éloigné du centre-ville. Vous pouvez y aller facilement du centre-ville. On avait aménagé une allée éclairée pour que chacun puisse, du centre-ville, se rendre dans ce théâtre de faubourg. Et en fait, cette œuvre, elle a traversé les frontières de l'espace, de ce faubourg viennois. On joue aujourd'hui cet opéra à Sydney, à New York, à Londres et dans tous les pays du monde. Et les frontières du temps aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, cette œuvre, elle nous parle encore. Elle nous dit encore des choses. Et c'est ce qui fait que c'est l'œuvre, effectivement, l'opéra le plus représenté sur toutes les scènes du monde. C'est l'opéra aussi, probablement, le plus philosophique de Mozart. Et là, je m'appuie sur un livre de Robert Misrahi, un grand spécialiste de Spinoza qui vient hélas de disparaître. Et Robert Misrahi a consacré un très beau livre sur Mozart qui s'appelle L'Éden Mozart. Et il explique effectivement en quoi cet opéra est le plus philosophique de Mozart. Il y a dans cette œuvre probablement un certain nombre d'idées que Mozart partageait, qui étaient celles effectivement en vigueur à l'époque, les idéaux des Lumières. Mais on va y revenir. C'est aussi l'opéra le plus complexe. Pas dans le sens compliqué, mais dans le sens où, par exemple, dans mon livre, j'ai isolé 7 niveaux de lecture. Il y a 7 portes d'entrée. Vous voyez ? Il y a 7 façons d'entrer dans cette œuvre. Donc c'est effectivement assez complexe. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les différentes portes d'entrée communiquent les unes avec les autres. Et puis, aussi et surtout, c'est un opéra où Mozart a mis énormément de lui-même. C'était son opéra préféré. C'est celui où il a mis le plus de lui-même. Et là, j'en ai un certain nombre d'éléments. Il y a des témoignages de l'époque qui sont tout à fait parlants. Alors, justement, en parlant de la personnalité de Mozart, Bruno Walter, qui était un grand chef d'orchestre mahlérien, mais aussi mozartien, a eu cette phrase à propos de Mozart. Et il a écrit « Tout comme Shakespeare, qui se réfugia sa vie durant dans l'anonymat du dramaturge, se cachant derrière les personnages de ses pièces, et qui ne déchire le voile qu'avec Prospero dans La Tempête, c'est son ultime pièce. J'ai le sentiment, dans La Flûte enchantée, dit Bruno Walter, de rencontrer la personnalité humaine de Mozart lui-même. » Fin de citation. Donc vous voyez à quel point, effectivement, cet opéra reflète fidèlement la personnalité de Mozart. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, un certain nombre d'éléments factuels. D'abord, il s'y rend très souvent en octobre 1791. L'œuvre a été créée le 30 septembre. Il y a eu 27 représentations au mois d'octobre. Il s'y est rendu quasiment tous les soirs, y compris avec son fils Karl, 7 ans, pour lui dire « Tu vois, regarde fiston, ce que ton papa a fait comme opéra. » Il est allé aussi un autre jour, un autre soir, avec Salieri, le fameux Salieri qu'on voit dans le film Amadeus, qui n'était absolument pas en compétition avec lui, la preuve, puisqu'ils s'y rendent ensemble, avec la Cavalieri, qui à l'époque était la maîtresse de Salieri. Et Salieri, qui est assis à côté de Mozart, lui dit « Mais mon cher Mozart, c'est magnifique ce que vous avez fait. Cet opéra devrait être joué devant les plus grands théâtres de cour, dans les plus grandes maisons d'opéra. » Et Mozart, qui était un homme assez orgueilleux, était tout content que le Hofkapellmeister de la cour, Antonio Salieri en personne, Salieri, il a quand même composé 40 opéras. Et c'est avec un opéra de Salieri qu'on a inauguré la Scala de Milan. Donc, vous voyez, Salieri, c'était pas un second couteau. À l'époque, il était très en vogue, il était très connu et très apprécié. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qui montrent à quel point il avait une relation presque émotionnelle, vous voyez, avec cet opéra. Autre témoignage très intéressant de sa femme. Quelques jours avant sa mort, je lis, il gardait sa montre à la main, la suivait des yeux et disait, après que le temps de l'ouverture fut écoulé, donc c'est-à-dire il est alité, d'accord, dans la Hohensteingasse à Vienne, et en pensée, il est avec les acteurs, les chanteurs et les musiciens du théâtre der Wieden, en pensée. Et donc sa femme dit, Mozart, donc mon mari, regarde sa montre et après le temps d'ouverture, donc dit, maintenant c'est le premier acte. Ou bien, maintenant c'est le moment, à toi grande reine de la nuit. Vous voyez, d'ailleurs entre parenthèses, vous voyez, grande reine de la nuit, il n'en parle pas de façon négative. D'ailleurs Mozart, on verra, ne juge pas ses personnages. Il se garderait bien de juger ses personnages. Il évalue, enfin en tout cas, il constate parfois leur échec, mais il ne les juge pas. La veille de sa mort, alors là c'est encore plus bouleversant.
Et c'est sa femme Constance qui le dit dans ses mémoires. Il fredonne l'air de Papageno, du premier acte. Je lis le témoignage de Constance. « Je voudrais bien entendre encore une fois Mat Zauberflöte », a-t-il dit ce soir-là. Et il fredonna d'une voix presque imperceptible « Der Vogelfänger bin ich ja ». Feu monsieur le Kapellmeister Roser, c'est dans les souvenirs de Constance qui ont été écrits quelques années plus tard, qui était à son chevet, se leva, se mit au piano et chanta le Lied. Et Mozart en manifesta une joie visible. Probablement la dernière joie de son existence terrestre. Eh bien, je vous propose d'emblée, premier extrait, il y aura pas mal d'extraits musicaux, je vous propose d'emblée d'écouter cet air que Mozart fredonnait la veille de sa mort, un air qui renvoie, si vous voulez, à un refrain circulaire. C'est une musique populaire, mais dans le bon sens du terme, qu'on peut facilement mémoriser, que chante Papageno dès sa première apparition, et qui, effectivement, est assez virevoltant, assez aérien, assez léger. Cet état d'esprit que Mozart a eu peut-être dans les dernières heures de sa vie. Tod, was höre ich? Stets lustig, heißer Hopsasa, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Hopsasa, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich fiel sie dutzendweils für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein, die welche mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Küsste sie mich zärtlich an, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Voilà donc ce que fredonnait Mozart quelques heures avant sa mort. Vous voyez que ce personnage, en fait, qui se présente pour la première fois, il est un peu vantard, c'est sa caractéristique. Il a à la fois vantard et poltron. Il est très peureux, Papageno. Et c'est ce qui le rend très humain aussi. Et alors, s'il avait un filet à filles, il les attraperait par dizaines, etc. Bon, d'accord. Mais surtout, celle qui aurait sa préférence, il la bercerait tendrement tous les soirs. Au fond, cet homme, parce que ce n'est pas un oiseau, il a des plumes multicolores, il porte un plumage multicolore parce qu'il capture des oiseaux, il vit de troc en fait. Mais c'est un être humain, ce n'est pas un homme mi-homme, mi-oiseau. Cet homme recherche l'amour. Il y a un musicologue allemand qui a parlé de Papageno Sehnsucht. L'aspiration profonde de Papageno, c'est l'amour. C'est de trouver sa Papagena. Et il finira par la trouver. Alors il y a une question qui se pose, si vous voulez, quand on parle de la flûte enchantée, c'est quelle est, j'allais dire, l'importance, quelle est la place de la franc-maçonnerie, du rituel maçonnique dans cette œuvre. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a encore aujourd'hui un débat.
Il y a un débat aujourd'hui. Alors, moi j'ouvre le débat, hein, je n'ai pas la réponse, hein. Je vous donne simplement deux visions, deux approches, hein, deux opinions. La première, donc, une de vos sœurs, hein, Nicole Desgranges, qui, d'après ce qu'on m'a dit, préparait un ouvrage hein, sur la flûte enchantée. Et elle dit la chose suivante, je cite, hein, « Toute l'analyse de cet opéra ne peut se faire qu'à l'aune de la connaissance de ce que sont les rituels de la maçonnerie au XVIIIe siècle. » Fin de citation. Donc si vous ne connaissez pas les rituels de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, et j'ajouterais même, et on va y venir, dans la franc-maçonnerie viennoise, et encore mieux, des Illuminés à Vienne, eh bien, vous allez passer à côté de l'œuvre. Alors ça, c'est une première version. Deuxième version, Rémy Stricker, grand musicologue français, qui a écrit un magnifique ouvrage sur Mozart et ses opéras, en 1980, il écrit « Je ne pense pas qu'il faille nécessairement être franc-maçon pour comprendre un ouvrage que Mozart composa pour un théâtre populaire de Vienne. Ceci montre le propos universel de la flûte enchantée. C'est son universalité et non son ésotérisme qui en fait la grandeur. » Fin de citation. Donc vous voyez que là, on a deux versions, deux visions totalement différentes, voire opposées hein, de cette œuvre. Notons une chose, c'est que les profanes, entre guillemets, c'est-à-dire que Papageno qu'on voit ici, Papageno, lui, il est vraiment très 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 loin des idéaux des Illuminés de Bavière et a fortiori des Illuminés qui étaient dans les loges maçonniques viennoises à l'époque de Mozart, très 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 éloignés. Eh bien, il se taille la part du lion. Il a 3 airs et 2 duos. C'est celui qui a la place la plus grande dans l'opéra. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous enlevez Papageno, il resterait un oratorio absolument sublime, hein, un oratorio maçonnique peut-être sublime, mais qui n'intéresserait plus grand monde. Papageno donne tout le sel, toute la saveur, hein, tout le côté humain de cet opéra. Pamina, elle, ses épreuves au départ, elles n'ont rien de maçonnique. Elle est rejetée par sa mère, elle est poursuivie sexuellement par Monostatos. Tamino, qui a fait vœu de silence, ne lui parle plus. Donc elle pense qu'il ne l'aime plus. Donc elle est désespérée. Donc toutes les épreuves qu'elle vit au départ sont des épreuves de nature humaine. Et pourtant, au moment de l'épreuve du feu et de l'eau, qui sont des épreuves absolument terrifiantes, on va y revenir, c'est elle qui guide Tamino. Et c'est elle qui passe en premier. Vous voyez ? Donc elle est profane, mais en même temps, elle a un rôle central au moment clé, au moment décisif de ces 2 épreuves terrifiantes du feu et de l'eau, dont on va revenir. Alors, je voudrais ici, au stade où on en est, alors oui, vous dire que voilà les 2 personnages qui, en tout cas au départ, sont profanes. Hein, on verra s'ils accèdent à un niveau supérieur. Mais j'aime bien cette phrase de Egon von Kormosinski, qui est un grand musicologue autrichien, hein, et qui, dans les années 1940, a écrit un livre sur Emanuel Schikaneder, Der Vater der Zauberflöte, le père de la flûte enchantée. Et il a cette phrase que je trouve très intéressante. La flûte enchantée a un rapport avec la franc-maçonnerie, mais elle ne lui est pas subordonnée. La hauteur spirituelle que Mozart atteint dans cet opéra est si élevée qu'il se place au-dessus de la franc-maçonnerie, comme s'il s'était élevé au-dessus de tout. Vous voyez ? Ça, c'est une phrase qui est quand même très intéressante. Alors, quelques précisions utiles maintenant sur la Genèse, parce que, pour tout vous dire, vous savez, moi, je vais vous dire, quand j'ai affaire à une grande œuvre d'art, c'est un peu comme quand j'ai affaire à une personne. J'essaye de lui porter de l'attention et de lui consacrer du temps. Or, aujourd'hui, le temps, c'est ce qui manque à certains, l'attention aussi, et on entend beaucoup de sottises. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage, parce qu'il me semble que quand on a affaire à des grands chefs-d'œuvre comme ça, il faut d'une part avancer sur la pointe des pieds, comme je vous l'ai dit, mais surtout, il faut veiller quand même à éviter les erreurs trop grossières, et qui viennent, me semble-t-il, dénaturer l'œuvre. Alors, première idée, je voudrais, en introduction, vous parler de la genèse de l'œuvre. Toujours intéressant de savoir comment ça s'est passé au niveau de la genèse. Qui a écrit le livret? Alors là, vous avez des gens, encore aujourd'hui, qui vous disent que c'est un ouvrage collectif. Sous-entendu que Schikaneder, que vous voyez ici sur l'image à côté de Mozart, n'était pas assez intelligent pour écrire le texte de la flûte enchantée. Eh bien, cette assertion est fausse. D'abord, on n'a strictement aucune preuve que ce texte est un ouvrage collectif, qu'il a été le fruit d'un travail collectif. On n'en a strictement aucune preuve. Et par ailleurs,
on va y venir, mais cette œuvre respire le style Schikaneder. Et ça, je vais vous expliquer en quoi cette œuvre respire le style Schikaneder. Alors, on nous a dit aussi qu'un dénommé Giesecke, qui était membre de la troupe, qui était d'ailleurs le chef de plateau, c'était lui qui a chanté pour la première fois Monostatos, hein, Giesecke. C'était un juriste, traducteur d'un certain nombre de livrets d'opéra, qui a aussi écrit quelques livrets d'opéra. Et il est allé vivre en Irlande, et quand Mozart et Schikaneder étaient décédés depuis longtemps, il est revenu à Vienne. Il a dit, mais la flûte enchantée, c'est moi qui ai écrit le texte. Mais attendez, ça ne tient pas la route une seule seconde. On n'en a d'abord strictement aucune preuve, et tout démontre le contraire. Donc cette thèse, si vous voulez, du travail collectif qui aurait été fait en loge, ou d'un livret qui serait le fruit du travail de Giesecke, ne tient pas la route une seule seconde. Pourquoi? Eh bien, on en a des preuves. D'abord, sachez que Schikaneder et Mozart étaient deux complices. Ils se connaissaient depuis 1780 à Salzbourg. Parce que Schikaneder, qui était un homme très intelligent, très cultivé, qui jouait comme Hamlet au théâtre, d'accord ? Schikaneder, lui, se trouvait à Salzbourg en 1780 et il sympathise immédiatement avec la famille Mozart. Il faut dire qu'il se produisait au théâtre de Salzbourg et que les Mozart habitaient juste en face du théâtre. Bon, donc Schikaneder était reçu chez les Mozart. Et les deux hommes sympathisent tellement qu'à un moment, ils envisagent de travailler ensemble sur un opéra qui, tenez-vous bien, se serait appelé Les Mystères égyptiens. Là, on est en 1780. Ça, c'est donc les premières discussions. Deuxième élément de preuve. Vous savez que Mozart, à partir de 1784, tient un catalogue de ses œuvres, manuscrit. Avant 1784, pas de catalogue. Mais à partir de 1784, il se dit, il faut absolument que je mette mes œuvres, 626, hein, dans l'ordre, et il tient un catalogue. Sur la partie flûte enchantée, au mois d'octobre 1791, qu'est-ce qu'il est écrit? Zauberflöte, Emanuel Schikaneder, sur le catalogue manuscrit de Mozart. Emanuel Schikaneder, pas Giesecke, pas œuvre collective, non, Emanuel Schikaneder. En 1796, Schikaneder est tellement ulcéré qu'on ne lui attribue pas la paternité de ce livret, que dans un programme qu'il écrit pour un autre de ses opéras en 1796, il écrit cette phrase « Cet opéra, donc Zauberflöte, que j'ai conçu avec soin avec le défunt Mozart. » Que j'ai conçu avec soin avec le défunt Mozart. Tout respire le style Schikaneder. Alors qu'est-ce que c'est que le style Schikaneder? Parce que Schikaneder, si vous voulez, il était homme de théâtre, il était directeur du théâtre où a été créée la première de l'œuvre, il jouait Hamlet, il jouait aussi des rôles comiques, il composait des Singspiel lui-même. Il a composé des Singspiel. Donc le Singspiel, hein, c'est une alternance de dialogue parlé et de dialogue chanté avec les chœurs ou avec des solistes ou avec un chanteur. D'accord, hein, c'est ce qu'on appelait en France l'opéra comique. Vous voyez, c'est du théâtre en musique. Le style Schikaneder, c'est quoi? Si vous regardez toutes les pièces qu'il a écrites, il en a écrit pas mal. C'est une alternance de comique et de sérieux. Vous voyez, on passe de scènes comiques à des scènes sérieuses. C'est l'idée, souvent dans ces opéras, que l'amour et la musique sont des forces de transformation. On le retrouve exactement dans la flûte enchantée. On a souvent dans ces pièces deux couples. Un couple noble, un couple roturier. On le retrouve dans la flûte enchantée. Gros moyens utilisés, parce que vous savez, à l'époque, il n'y avait pas le cinéma. Donc, il fallait faire rêver le public. Schikaneder utilise 14 décors différents. Il utilise des nacelles. On voit les trois garçons qui arrivent sur une nacelle, vous voyez, à l'époque. Hein. Il utilise des trappes. Il utilise des animaux sauvages sur la scène. Donc, vous voyez, le style Schikaneder, c'est ça. C'est-à-dire, il y a du rythme, il y a de la vie. En plus, si vous voulez, comme l'homme l'était. Hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, il avait été initié à Regensburg en 1788 et exclu de sa loge quelques mois après pour des questions de mœurs. C'est-à-dire qu'il aimait les femmes, hein, un peu trop. Il aurait eu une relation, je crois, avec la femme d'un des vénérables d'une des loges de Regensburg. Enfin, une sombre histoire. Et on lui a fait comprendre gentiment qu'il serait préférable qu'il quitte la loge. Et d'ailleurs, on ne le retrouve pas à Vienne, parce qu'il revient à Vienne après, hein, dans les dernières années, on ne le retrouve pas dans les loges viennoises, il n'est inscrit dans aucune loge viennoise de cette époque-là. Ce que Hegel appelait une morale tempérée. C'est-à-dire que Schikaneder est un homme de théâtre avisé, et il me fait penser un peu à Jérôme Savary, qui était le patron de l'opéra comique à Paris, hein, un homme truculent, cultivé, mais qui savait allier à la fois le populaire et le savant. Il y a, si vous voulez, dans son théâtre, dans le personnage de Papageno, il y a de la sensualité, vous voyez, il y a de la gaieté. Et je doute fort que Giesecke, par exemple, ait été capable d'arriver à ce niveau de gaieté et de sensualité.
Donc vous voyez que cette idée selon laquelle ce n'est pas ni Schikaneder ni Mozart qui auraient composé le texte, me semble-t-il, c'est un manque de respect qu'on leur doit. Ma conviction profonde, c'est qu'ils ont travaillé en binôme. C'est-à-dire qu'il y a, ici ou là, dans la correspondance de Mozart, on voit qu'il y a eu des repas entre eux, il y a eu des réunions entre eux. D'ailleurs, Schikaneder avait fait aménager dans la cour du Theater of der Wieden un chalet en bois, pour que Mozart, sa femme était partie prendre les eaux à Baden à 40 km, pour que Mozart puisse se concentrer sur son travail dans ce chalet en bois. Un chalet en bois d'ailleurs qu'on peut visiter dans le jardin du Mozarteum de Salzbourg. Il existe encore ce chalet en bois. Toutes ces exégèses, si vous voulez, très savantes qui sont faites sur la flûte enchantée, et qui sont très intéressantes, que j'ai lues pour la plupart, me semble-t-il occultent une dimension essentielle. C'est celle du comique, c'est celle du populaire, c'est celle aussi de l'esprit d'enfance. C'est vraiment un conte de fées. Et je crois que si on perd l'esprit d'enfance, si on veut trop creuser les symboles, eh bien on passe à côté. Et c'est dommage, parce que ce côté populaire, ce côté comique, Mozart l'avait profondément en lui. Toute la thèse dans sa correspondance. Mozart aimait les farces, il aimait rien. Il aimait la bonne chère, il aimait la danse, il aimait se costumer, il aimait les jeux de mots, il signait Trasome, vous voyez, des fois, il signait Mozart, il signait Trasome, bon, etc. Donc on retrouve tout ça dans la flûte. Et là, je vous propose un exemple de farce populaire, de pure farce populaire, qui n'est pas à négliger. Au contraire, eh bien, c'est quand Papageno, à l'acte 1, part en éclaireur dans le château de Zarastro. Il a très peur. Il se dit, il va me faire griller comme un poulet avec mes plumes. Il a très très peur, mais il y va quand même. Bon, d'abord, il n'a pas le choix. Et il arrive dans le château de Zarastro, et il voit Monostatos. Mais Monostatos, c'est donc le chef des morts, c'est le chef des esclaves qui est chargé de garder Pamina, d'accord? Il n'a jamais vu un homme noir, jamais. Et Monostatos, lui, n'a jamais vu un homme couvert de plumes. Il se demande si c'est le diable ou si c'est effectivement un homme mi-homme, mi-oiseau. Ils se font peur l'un l'autre. Et là, il y a une scène de pure comique populaire qui faisait rire Mozart et qui faisait rire le public de l'époque. Mag ich sein? Aha, da find ich Leute, die Nacht, ich geh hinein. Schön Mädchen, jung und fein, viel besser noch als Reine. Das ist der Teufel, sie, herrlich. Das ist der Teufel, sie, ständig. Hab Mitleid, verschone mich. Bin ich nicht ein Narr, dass ich mich schrecken ließ? Es gibt ja auch schwarze Vögel in der Welt, warum dann nicht auch schwarze Menschen? Mutter! Alors, en pleine période de wokisme, puisque j'ai réagi récemment sur LinkedIn, puisqu'il y a un groupe de wokistes allemands, c'est une chef d'orchestre anglaise, un dramaturge russe, c'est un groupe international, qui veut réécrire le texte de la flûte enchantée, soi-disant parce que c'est pas politiquement correct et qu'il y aurait ici effectivement du racisme anti-noir, etc. Alors pas du tout. D'abord, Mozart ne se moque pas du tout de Monostatos, bien au contraire. Monostatos, si vous voulez, ce personnage, certes, il a sa part d'ombre, elle est importante, mais il le dit quand il se présente à nous. Il souffre de misère affective et de misère sexuelle. Il le dit, moi je suis noir de peau, j'ai pas le droit à l'amour. Et d'ailleurs, Ingmar Bergman, le film en contre-champ, il montre bien toute la souffrance du personnage. Alors certes, comme il souffre de misère affective et de misère sexuelle, Pamina se refusant à lui, il pourrait peut-être la violenter, ce qui n'est absolument pas effectivement correct. Mais enfin, de là à le faire assassiner sur la scène, comme ça a été le cas dans une mise en scène de Salzbourg récente, d'une metteur en scène américaine d'une 40aine d'années, puisque là, elle fait assassiner sur la scène Monostatos, eh bien, parce qu'effectivement, il s'est mal conduit. Or, quelques minutes avant, on va l'entendre d'ailleurs, Zarastro, le grand prêtre, dit « Dans ces terres sacrées, on ne connaît pas la vengeance. On pardonne à ceux qui nous ont offensés. » Donc c'est un contresens total. Et Mozart n'était pas raciste du tout. Loin de là, au contraire.
Alors, justement, quel a été le rôle décisif de Mozart? Parce qu'imaginez un seul instant que cet opéra ait été écrit par Schikaneder, mais avec un autre compositeur. Il ne serait pas aussi connu et apprécié que l'est la flûte enchantée de Mozart et Schikaneder. Donc, qu'est-ce que Mozart a apporté? Eh bien, il a apporté l'essentiel. D'abord, il nous dit des choses. Il nous dit qu'il prend cette œuvre très au sérieux, même s'il y a une dimension comique qu'il ne faut pas négliger, qui reflète bien sa personnalité. Qu'est-ce qui me fait dire ça? L'ouverture de la flûte enchantée, qui est absolument sublime, 3 accords, hein, en mi bémol majeur, eh bien justement, elle est en mi bémol majeur. Alors vous allez me dire, pour les non-musiciens, ça ne va pas vous dire grand-chose. Mais le mi bémol majeur, c'est une tonalité en musique, hein, qui avait été définie à l'époque au XVIIe siècle dans un traité sur la signification des tonalités, le mi bémol majeur, qu'on retrouve d'ailleurs à l'extrême fin dans la scène finale. C'est une tonalité, je cite, hein, ce traité de musicologie qui avait été fait par un Italien qui s'appelait Antonio Galeazzi, c'est une tonalité grave, sérieuse, solennelle. Donc quand Mozart utilise le mi bémol majeur au tout début de l'œuvre et à l'extrême fin de l'œuvre, il nous dit cette œuvre, elle est grave, elle est sérieuse, elle est solennelle. Ensuite, vous avez, me semble-t-il, un lien émotionnel et spirituel avec cette œuvre. Il me semble que dans cette œuvre et dans les parties les plus solennelles, les plus hiératiques, les plus graves, eh bien, il se souvient, il se remémore de sa période d'initiation en décembre 1784, qui a été pour lui non seulement une expérience d'ordre spirituel, une transformation, mais aussi une expérience d'ordre émotionnel. Et là, effectivement, on a notamment dans l'orchestration de cette œuvre, le recours fréquent au corps de basset, qui était souvent utilisé dans les loges. Recours fréquent également au trombone. Tout un tas d'instruments, si vous voulez, avant, hein, qui étaient utilisés à l'époque hein, dans les loges viennoises. C'est un homme également très amoureux qui compose cet opéra. Si vous lisez ses lettres d'octobre 1791, vous apercevez que Mozart est très 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 amoureux de sa femme. C'est très bouleversant d'ailleurs. Et dans cet opéra, l'amour joue un rôle central. L'amour est une force de transformation. Ça n'est pas simplement l'initiation qui va transformer les personnages. C'est l'initiation, l'amour et la musique. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on ne peut pas réduire, me semble-t-il, hein, cette œuvre à sa dimension rituelle. Il y a l'amour et la musique, qui vont permettre, d'ailleurs, les trois, hein, l'initiation, l'amour et la musique, d'accéder à un niveau supérieur de la conscience. Alors, il y a un grand théologien suisse-allemand, Karl Barth, qui a écrit un tout petit ouvrage que je vous conseille sur Mozart. C'est peut-être le plus petit qu'on ait jamais écrit sur Mozart, mais c'est peut-être un des plus beaux qui ait jamais été écrit sur Mozart. Et il dit, au fond, c'est l'ordonnance des choses, enfin c'est la synthèse des choses dans leur ordonnance finale. Vous voyez ? La synthèse des choses dans leur ordonnance finale. C'est-à-dire que cet opéra est un aboutissement, c'est l'aboutissement de son génie musical, c'est l'aboutissement de sa pensée, c'est une synthèse, vous voyez, puisqu'il utilise tous les styles vocaux possibles et inimaginables et tous les styles musicaux possibles et inimaginables. Là, il est au sommet de son art et il donne le meilleur. Alors, première partie, un opéra humaniste. D'abord, pour ceux qui ne connaisseraient pas l'œuvre, enfin, elle est connue, mais vous savez, des fois, on croit connaître une œuvre et puis en fait, on s'aperçoit qu'on ne la connaît pas complètement. S'il fallait résumer la flûte enchantée, ce qui n'est pas évident, hein, je vous l'ai dit, c'est un opéra quand même assez énigmatique, eh bien, on pourrait dire, en résumé, que c'est l'histoire de 3 couples. Vous avez un premier couple noble, Tamino, Pamina. Eux, ils ont une quête d'ordre spirituel. C'est un amour platonique, vous voyez ? C'est-à-dire que quand on demande à Tamino ce qu'il vient chercher, quand le grand prêtre, à la fin de l'acte 1, lui dit « Mais qu'est-ce que tu viens chercher, mon jeune ami ?» Tamino dit « Je viens chercher l'amour et la vertu. » Vous voyez ? Donc ça, c'est le premier couple. Il est donc en osmose, en parfaite harmonie. Le deuxième couple, c'est Papageno, Papagena. Alors là, c'est un couple, on dirait, roturier. C'est un couple du peuple. Ce sont des gens simples. Et quand ils se rencontrent enfin, quand Papageno rencontre enfin sa Papagena, parce qu'il a mis du temps pour y arriver,
il est tout de suite question de faire des petits Papageno, des petites Papagena. Donc on est dans un amour sensuel, charnel, sensoriel, celui que Mozart avait pour sa femme. Hein. Quand on lit les lettres qu'il envoie à sa femme, il y a quelques lettres un peu coquines. Hein. Et puis, troisième couple, alors là, un couple en opposition frontale. Le couple qui est constitué de la Reine de la Nuit et de Zarastro. Alors, on y viendra, hein, mais il est probable que dans l'esprit des francs-maçons de l'époque, à Vienne, dans l'ordre des Illuminés, et la plupart des loges que fréquentait Mozart étaient dirigées par des adeptes de l'ordre des Illuminés. Eh bien, il est probable, voire même peut-être certain, que la Reine de la Nuit incarne, entre autres, la superstition, les fausses croyances, les préjugés, les passions mal maîtrisées, la passion dévorante du pouvoir. Ça, c'est la Reine de la Nuit. Et puis de l'autre côté, on a Zarastro, qui est à l'opposé. Alors la Reine de la Nuit, elle, sa voix est extrêmement aiguë. On est dans l'extrême aigu, on va l'entendre tout à l'heure dans son grand air. Hein, on ne peut pas faire plus aigu dans ses vocalises. Zarastro, lui, il est dans l'extrême grave. Donc Mozart nous dit déjà que là, il y a une opposition frontale entre la voix de la Reine de la Nuit et celle de Zarastro. Zarastro, lui, il est censé incarner, si vous voulez, les valeurs des Lumières. Sagesse, tolérance, voyez, éloge du travail, éloge de la connaissance. Voilà. Il a des défauts lui aussi, hein, mais en tout cas, il incarne globalement ces valeurs positives. Et là, eux, ils sont en lutte à mort. Il y a une lutte à mort entre les deux. Un grand intellectuel également allemand, alors lui, professeur à l'université Humboldt de Berlin, Hermann Haber, qui a écrit un ouvrage colossal, hein, gigantesque, en 1924 sur Mozart, qui fait référence encore aujourd'hui. L'idée centrale de l'œuvre est le triomphe de la pleine et noble humanité sur les forces hostiles. Alors, le mot noble est intéressant, parce que j'ai essayé de comprendre ce que cherchaient les maçons proches de Mozart, à l'époque de Mozart, dans les loges que Mozart fréquentait. Il me semble qu'à travers les rituels dont on va parler en deuxième partie, la recherche fondamentale, c'est l'ennoblissement de l'homme. Il y a un souci d'élévation. C'est-à-dire que l'homme doit, à travers ce rituel, passer outre les passions, les pulsions, les instincts mal maîtrisés, et accéder à un autre niveau de la conscience. L'amour agit comme un moteur, je vous l'ai dit, une force de transformation, largement autant que le processus initiatique, et on en a une preuve dans l'acte 1, on va entendre ici. Il se passe quelque chose donc qui est vraiment, alors là pour le coup, très humaniste. C'est-à-dire qu'on a le seul hymne à l'amour présent dans cette œuvre. Qui chante cet hymne à l'amour? Eh bien, c'est la princesse Pamina, fille de la Reine de la Nuit, d'accord, et Papageno, l'homme simple, l'homme du peuple. On est en mi bémol majeur. Je ne reviens pas sur ce que je viens de dire sur le mi bémol majeur. C'est-à-dire que là, hymne à l'amour, c'est du sérieux. Qu'est-ce qui est dit? À l'époque, d'ailleurs, le public demandait qu'on bisse. Hein. Man und Weib, man und Weib, man und Weib. On bissait, on redonnait 2-3 fois le même air. Hommes et femmes et hommes, par l'amour, atteignent à la divinité. Et là, effectivement, c'est quand même la princesse qui commence, qui démarre le duo. Ah oui, quand même. Hein. Bon. Mais Papageno, lui, il se hisse à son niveau. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au niveau de l'amour, il n'y a plus de classe sociale. Il n'y a plus de race. Il n'y a plus de question d'âge. Non. Tout le monde a accès, peut accéder à l'amour, peut accéder au divin à travers l'amour. Ce que Platon appelait l'idée. Alors écoutons, si vous le voulez bien, cet air en mi bémol majeur, qui est un magnifique hymne à l'amour, effectivement, parce que Papageno arrive dans le château de Zarastro, il a croisé le chef des esclaves, il s'est demandé si ce n'était pas le diable, et là, il voit Pamina. Il lui dit, tu sais, Pamina, il y a un prince, on l'a remis ton portrait à ce prince, et il est tombé amoureux de toi. La princesse dit, c'est formidable, un prince qui est tombé amoureux de moi. Il dit, oui, mais moi, Papageno, j'ai pas de Papagena, moi. Elle lui dit, ne t'inquiète pas, tu es une belle personne, tu finiras par trouver l'amour. Gesellschaftliche Unterhaltung haben möchte. Geduld, Freund. Der Himmel wird auch für dich sorgen. Er wird dir eine Freundin schicken, ehe du dir's vermutest. Wenn sie nur bald schickte.
L'amour, force de transformation, oui, et aussi également dans cette œuvre, me semble-t-il, une certaine idée de l'homme. Alors, comment? Eh bien, revenons à Emmanuel Kant. Alors, il est probable que Mozart n'ait pas lu Emmanuel Kant, ni même Schikaneder, mais en tout cas, dans les loges, il devait être question de Kant. Vous savez qu'il y a des témoignages qui disent qu'à l'époque, tout le monde parlait de Kant. Kant, c'était le philosophe à la mode. Au XVIIIe siècle, tout le monde parlait de Kant. Alors, que nous dit Emmanuel Kant? Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle d'autrui, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Fin de citation. Fondement de la métaphysique des mœurs, 1700, donc 85, pleine période mozartienne. Eh bien, il me semble qu'on a dans la flûte enchantée le contre-exemple absolu. Le contre-exemple absolu, c'est la Reine de la Nuit. La Reine de la Nuit est une femme qui a été probablement avant l'action une mère aimante. Parce que quand on parle de sa mère à Pamina, elle dit « Meine süße Mutter »,« Meine liebe Mutter », ma chère mère, ma tendre mère. On peut donc penser qu'avant l'action, elle était une mère aimante. À l'acte 1, quand elle explique à Tamino que sa fille a été kidnappée par un démon, on apprendra après que ce n'est pas un démon, que finalement il l'a kidnappée pour la protéger des folies de sa mère, eh bien Mozart utilise le sol mineur. Et là, Mozart nous dit, à ce moment-là de l'action, la Reine de la Nuit souffre de l'absence de sa fille. Donc elle a aussi une certaine dose d'humanité. Mais elle est possédée par un mal qui est celui que pointe ici Emmanuel Kant, une passion dévorante du pouvoir. Et elle est prête à tout pour ça. Elle veut récupérer le cercle solaire aux 7 auréoles qui trône sur le poitrail de Zarastro, que son mari défunt a remis à Zarastro plutôt que de lui remettre à elle. Mais ça a été une grande frustration, parce qu'une femme de pouvoir à qui on ne remet pas le symbole du pouvoir, c'est embêtant. Donc en fait, elle est prête à tout, la fin justifie les moyens. Et dans son fameux grand air du deuxième acte qu'on va entendre maintenant, elle tend un poignard à sa fille, elle lui dit « Si tu ne tues pas Zarastro, si tu ne me ramènes pas le cercle solaire, je te renierai à jamais. » Et en plus, à l'extrême fin de l'opéra, elle promet la main de sa fille à Monostatos, alors que sa fille n'a pas du tout envie de vivre l'amour avec Monostatos. Donc cette femme devient inhumaine. Et Mozart nous le dit par sa musique. Parce que vous allez voir, elle utilise des vocalises. La vocalise, vous ne comprenez plus, on n'est plus dans le langage humain. On est dans quelque chose qui est hors de l'humain. En plus, ces vocalises, sa voix est tellement aiguë, tellement tranchante, comme la lame du poignard qu'elle tend à sa fille. Écoutons, si vous voulez bien, le contre-exemple kantien que constitue donc cette Reine de la Nuit dans la flûte enchantée. Meine Mutter! Wo ist der Jüngling, den ich an dich sandte? Ach, Mutter, hat sich den Eingeweihten gewidmet. Den Eingeweihten? Bist du mir auf ewig entrissen? Entrissen? Oh, fliehen wir, liebe Mutter. Unter deinem Schutz trotz ich jede Gefahr. Schutz! Und deines Vaters Tod ging meine Macht zu Grabe. Mein Vater? Er begab freiwillig den 7-fachen Sonnenkreis, den Eingeweihten. Diesen mächtigen Sonnenkreis trägt Sarastro auf seiner Brust. Siehst du hier diesen Stahl? Er ist für Sarastro geschaffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Aber liebste Mutter! Kein Wort!
sur le plan musical, hein, la tonalité principale, c'est le ré mineur. Mais elle ne tient pas sa tonalité. Elle est incapable de tenir sa tonalité. Il y a tout un tas de modulations parce qu'en fait, elle devient folle. Les jeunes d'aujourd'hui diraient elle pète les plombs. Tellement elle est mue par cette quête de pouvoir, cette folie du pouvoir, elle est prête à tout. Elle ne garde même pas sa tonalité principale de ré mineur. Alors, on a, je vous l'ai dit, juste quelques secondes après, quelques minutes après cette scène de folie, hein, quelque part, folie sublime, on parlait d'horreur délicieuse tout à l'heure, on est dans l'horreur délicieuse là. En plus, quand même, hein, c'est l'image de la mer. Et c'est le dernier hommage que Mozart rend à l'opéra italien. Vous voyez, l'opéra seria italien. Donc c'est quand même une figure majeure, centrale aussi de l'œuvre. Hein. Vous vous rappelez, hein, oh ma grande reine de la nuit, c'est à toi, grande reine de la nuit. Vous voyez, hein, Mozart pense à elle. On a Sarastro qui arrive et qui va, alors là, vous imaginez dans quel état se trouve Pamina. Hein. Eh bien, il arrive et comme un espèce de père nourricier, parce que c'est pas son père, hein, dans le film de Ingmar Bergman, Sarastro est le père de Pamina, c'est pas le père de Pamina. Et vous allez voir, il la prend dans ses bras, il la rassure, il lui dit que dans ces terres sacrées, on ne connaît pas la vengeance. Avec une voix extrêmement grave. L'exact opposé de la voix qu'on vient d'entendre ici. Du sollst sehen, wie ich mich an deiner Mutter räche. In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht. Und ist ein Mensch gefallen für die Liebe ihn zur Pflicht. Dann wandelt an Freundeshand, vergnügt und froh ins bessere Land. Dann wandelt an Freundeshand, vergnügt und froh ins bessere Land. Dann wandelt an Freundeshand, vergnügt und froh ins bessere Land. Ins bessere, ins bessere Land. In diesen heiligen Mauern, wo Mensch den Menschen liebt, kann kein Verräter lauern, weil man den Feind vergibt. Wen solche Lehre nicht erfreuen, verdient nicht ein Mensch zu sein. Wen solche Lehre nicht erfreuen, verdient nicht ein Mensch zu sein. Wen solche Lehre nicht erfreuen, verdient nicht
passons, si vous voulez bien, à la deuxième partie et dernière partie qui va traiter plus spécifiquement du côté rituel. Parce que, comme le dit Jan Assmann, que j'ai lu avec attention, il nous dit, au fond, c'est un opéra duplex. C'est un opéra double. Il y a un côté exotérique. Le côté exotérique de l'œuvre, c'est son côté féerique. C'est un Märchenoper. Märchen en allemand, ça veut dire conte de fées. Les Allemands parlent de Märchenoper. C'est aussi un Bildungsoper, comme il y avait des Bildungsroman, des romans d'apprentissage. C'est un opéra d'apprentissage. Au fond, donc, il y a cette dimension exotérique que tout le monde peut percevoir assez facilement, et notamment à l'acte 1. D'accord ? Et puis ensuite, à l'acte 2, dit-il, on passe à la dimension ésotérique. Et cette dimension ésotérique, elle concerne une mise en scène des rituels des mystères égyptiens d'Isis. Voilà. Alors, c'est ça que je veux vous expliquer ce soir, parce qu'il me semble que ça peut intéresser les frères que vous êtes, parce que, effectivement, c'est un ouvrage qui n'a pas été traduit en français et qui, effectivement, me semble assez pertinent concernant l'aspect rituel de cet opéra. Même si Jan Assmann, en conclusion, s'empresse de dire que la dimension rituelle ne résume pas l'œuvre à elle seule. On y viendra en conclusion. Alors, il y a un autre livre que je peux vous recommander, qui cette fois est en français pour les non-germanistes, hein. Je vous le recommande chaudement, c'est Religio Duplex. Et là, il explique effectivement comment les Lumières ont réinventé la religion des Égyptiens. Très intéressant, ouvrage savant, hein, comme tous les ouvrages de Jan Assmann. Alors, Jan Assmann, c'est un égyptologue, d'accord, mais vraiment, ses thèses sont très intéressantes. Alors justement, quelles sont les thèses de Jan Assmann? Première idée, c'est que la flûte enchantée, dans son aspect rituel, met en scène et met en musique les rituels qui étaient ceux des mystères d'Isis, des mystères égyptiens de l'Égypte ancienne. Et il en fournit un certain nombre d'éléments, de preuves. Premièrement, nous dit-il, on passe, et ça c'est très dans l'esprit des Lumières, on passe de l'illusionnement, Illusionierung, au désillusionnement, Desillusionierung. Pourquoi ? Parce que, et on y participe à ce processus de désillusionnement. Au premier acte, on pense effectivement que Zarastros est un démon. On croit à la reine de la nuit. On dit, bah oui, il a kidnappé la fille de la reine de la nuit, etc. Il la tient prisonnière. C'est pas un personnage positif. Et puis petit à petit, on découvre au fil de l'action, on est désillusionné, parce qu'on découvre que ce n'est pas la vérité. Que la vérité, elle ne se cache pas là, derrière, elle n'est pas derrière les apparences, elle va au-delà des apparences. Ça, c'est le premier temps. Et ça c'est bien dans l'esprit des Lumières. Et on y participe à ce processus. Deuxième thèse, c'est qu'au fond, cet opéra ne met pas en musique, d'ailleurs ce serait impossible, ou ne met pas en scène la théologie d'Isis. Il n'est pas question, si vous voulez, dans cet opéra, de la conception que les Égyptiens anciens et même la Grèce antique et même la Rome antique avaient d'Isis. Parce que Isis, c'est une déesse majeure dans l'imaginaire égyptien. Ça a duré à peu près 5000 ans, Isis et Osiris. C'est une déesse vraiment qui a occupé l'esprit des Égyptiens et ensuite, ça a été repris par les Grecs, et ensuite donc, dans les mystères d'Éleusis, et ensuite dans la Rome antique. Dans la Rome antique, si vous allez par exemple à Pompéi, il y a une statue d'Isis à Pompéi. Vous voyez ? Donc Isis est un personnage, une déesse qui avait été enfantée par la terre et le ciel, elle-même enfantée par Aman, le dieu suprême. Donc c'est une déesse vraiment qui a un rôle majeur dans l'imaginaire égyptien de cette époque. Donc il nous dit, ça n'est pas la théologie d'Isis qui est mise en scène dans cet opéra, c'est les rituels qu'on a tirés de cette déesse d'Isis et Osiris. Ce qui est tout à fait différent. Cette œuvre ne se passe pas en Égypte. C'est ça d'ailleurs qui est incroyable dans la flûte enchantée. On ne sait pas où ça se passe et on ne sait pas quand ça se passe. Don Giovanni, ça se passe à Séville, au XVIIIe. Così fan tutte, ça se passe à Naples, au XVIIIe. Là, on ne sait pas où et on ne sait pas quand ça se passe. C'est un espèce de rêve éveillé. Alors, il y a un vague décor égyptien, et pour cause, puisqu'on met en scène les rituels de l'Égypte ancienne. Mais ça ne se passe pas en Égypte. Alors, il est question des mystères d'Isis, parce que souvent ça revient. Isis, vous serez baigné dans la lumière d'Isis, d'Osiris, on va entendre des extraits.
Oui, parce que si vous voulez, Isis, c'est quoi Isis? Vous connaissez l'histoire, hein. Je ne vais pas vous raconter l'histoire d'Isis, ce n'est pas le sujet. Mais ça, je crois qu'il y a tout un tas d'ouvrages et de conférences très intéressantes sur le sujet. Isis, si vous voulez, ce qui devait intéresser d'abord dans les mystères, dans le culte des mystères à l'époque égyptienne, hein, et ensuite, par la suite, dans la Grèce antique, dans la Rome antique, et ensuite chez les francs-maçons viennois, c'est l'idée que Isis, elle incarne, si vous voulez, la victoire de la vie sur la mort. Elle incarne aussi l'idée de la Renaissance, voyez, de celle qui arrive à vaincre les ténèbres pour accéder à la lumière. C'est une figure majeure du panthéon égyptien et effectivement, elle incarne aussi la puissance vitale de l'amour. Parce que voilà quand même une femme qui va récupérer les 14 morceaux que son ennemi Seth a laissés un peu partout dans les 14 provinces de l'Égypte. Il faut quand même avoir une grande détermination, qui demande donc qu'on le reconstitue en quelque sorte, hein, qu'on l'embaume pour le reconstituer et qui lui redonne vie. Elle fera aussi œuvre d'amour avec son fils Horus. Donc c'est une femme qui incarne la fertilité, la lumière, la vérité et en même temps aussi la puissance de l'amour. Elle permet aussi, si vous voulez, Isis, de constituer un ordre harmonieux. C'est celle qui concilie les contraires. Vous savez que les Égyptiens, l'Égypte ancienne, hein, croyaient beaucoup à l'idée des cycles, croyaient beaucoup à la complémentarité des contraires, le jour, la nuit, voyez, la destruction, la construction, etc. Donc elle maintient l'équilibre entre ces différents éléments. Elle est en fait le pouvoir de notre conscience, comme dit une philosophe française, hein. Elle est ce que Spinoza appelait le conatus, la puissance de la conscience. Elle est l'initiatrice aussi par excellence. Et c'est pour ça que ces rites qui ont duré presque sur 5000 ans, hein, les mystères d'Isis, on en parle dès les débuts de l'Égypte ancienne, hein, et ça va continuer. Au début, on en parle surtout dans les rites funéraires, et puis petit à petit, effectivement, sa figure est utilisée de plus en plus dans les rituels. Alors, pourquoi les francs-maçons viennois de l'époque se sont emparés de la figure d'Isis et se sont emparés des mystères égyptiens? Eh bien d'abord parce que je crois qu'en 1782, il y a eu un convent à Wilhelmsbad. Ce convent de Wilhelmsbad a été en fait une réunion relativement importante parce que jusqu'à présent, les francs-maçons de l'époque s'inspiraient beaucoup de l'ordre des Templiers et à partir de 1782, on abandonne la référence aux Templiers et on cherche d'autres références, et notamment celle des mystères de l'Égypte ancienne. Ça, c'est la première chose. Vous avez dans le journal des francs-maçons, Journal für Freimaurer, qui était un journal qui était tenu en fait par la loge que fréquentait Mozart. Ce n'était pas la loge de Mozart, mais c'était une des loges qu'il fréquentait très assidûment. Il connaissait très bien le vénérable qui s'appelait Ignaz von Born, qu'on voit ici. Eh bien, dans cette loge, si vous voulez, il y avait un certain nombre d'articles qui ont été consacrés aux mystères. J'en ai recensé 14. Alors, les mystères des Hébreux, les mystères des Perses, les mystères des Indiens, les mystères d'Éleusis, mais des articles qui font 45 pages. Hein. Donc, des articles très approfondis. Et ça, ce journal des francs-maçons, Journal für Freimaurer, d'ailleurs j'en ai un exemplaire à la maison, j'ai du mal à le trouver, mais j'ai tous les articles, eh bien, ce journal, Mozart le connaissait. Mozart a assisté aussi à un certain nombre de planches où il était question des mystères égyptiens. Donc Mozart connaissait ce sujet. Vous avez notamment alors un article qui fait référence ici de justement Ignaz von Born qui s'appelle « Sur les mystères des Égyptiens », qui a d'ailleurs servi une des sources, il y en a d'autres que j'explique dans mon livre, il y a d'autres sources qui ont servi à Schikaneder et à Mozart, mais ça c'est une source importante où effectivement Ignaz von Born explique l'état des connaissances à l'époque, parce qu'on n'avait pas encore déchiffré les hiéroglyphes, d'accord ? Mais enfin, on en connaissait beaucoup. Plutarque avait écrit sur le sujet. Il y avait tout un tas d'auteurs, si vous voulez, de l'époque antique, qui ont écrit sur les mystères égyptiens. On avait quand même des éléments d'information sur le sujet. Et notamment, en 1785, un dénommé Anton Kreil, qui écrit un article très intéressant, qui avait fait grand bruit, intitulé « Sur la maçonnerie scientifique ». Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de Vienne, si vous voulez, vous aviez deux écoles, en gros, dans la franc-maçonnerie. Vous aviez la franc-maçonnerie scientifique, qui était en gros contrôlée par les Illuminés. L'ordre des Illuminés de Bavière, qui avait été interdit en Bavière, Weishaupt à l'époque, mais qui avait essaimé un peu partout, et il y avait, dans l'entourage de Mozart, notamment Ignaz von Born, faisait partie de l'ordre des Illuminés. Et donc les Illuminés, eux,
il plaidait pour une république mondiale et pour une religion universelle, de substitution. Ces illuminés, si vous voulez, plaidaient plutôt pour une franc-maçonnerie dite scientifique, d'où le titre de l'article d'Anton Kreil sur la maçonnerie scientifique, qui s'opposait, cette maçonnerie scientifique, à la maçonnerie religieuse, celle des Rose-Croix, où on était encore quand même dans la superstition, dans les fausses croyances, etc., dans l'alchimie. Kreil dit au fond, dans son article, les mystères égyptiens peuvent être une source très féconde pour bâtir nos propres rituels, nous les francs-maçons viennois. Donc on a utilisé, si vous voulez, tout ce qu'on savait des rituels des mystères égyptiens, des mystères d'Isis, pour élaborer le rituel des francs-maçons de cette époque. L'idée étant que ces rituels, si vous voulez, avaient été établis pour l'éternité. Et qu'à partir du moment où ils avaient été établis, certes 4000 ans avant Jésus-Christ, mais pour l'éternité, on pouvait encore les utiliser et en tirer toute la substance. Chez les Égyptiens anciens, eh bien, la société égyptienne, qui est une société éminemment religieuse, et même les grands spécialistes de l'Égypte ancienne vous disent que c'est une société initiatique. L'Égypte ancienne est une société basée sur l'initiation. Vous avez dans l'Égypte ancienne, 4000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus-Christ, une société à 2 étages. Le premier étage, et on le retrouve dans la flûte enchantée, le premier étage dans l'Égypte ancienne, c'est effectivement, et paradoxalement, c'est les sociétés secrètes. Ce sont les prêtres égyptiens, qui eux ne croient pas au polythéisme. Parce que vous savez que l'Égypte ancienne, c'est par définition, par nature, le polythéisme. Je crois qu'il y avait 300, 400 divinités, et même des divinités différentes selon les régions. D'accord ? Donc le polythéisme, en fait, si vous voulez, dans l'Égypte ancienne, en tout cas au niveau des rituels, c'est la religion du peuple. C'est la religion qui permet l'obéissance, mais ce n'est pas la religion qui permet l'épanouissement spirituel. Les prêtres égyptiens, ceux qui guident les rituels, se croient en un seul Dieu. Donc ça, c'est le haut. Et le haut, dans la flûte enchantée, on a Tamino Pamina. C'est ce qu'on appelle aussi à l'époque les grands mystères. Parce qu'on distinguait à l'époque les grands mystères et les petits mystères. Les petits mystères, tout le monde pouvait y accéder. Ce sont des épreuves initiatiques et c'est un enseignement à travers des hiéroglyphes. Ça, c'est les petits mystères. Tout le monde pouvait y accéder, notamment dans les mystères d'Éleusis. Homme, femme, homme du peuple, il ne fallait pas être criminel, il ne fallait pas être un délinquant, c'est tout. Mais attention, les grands mystères, y compris déjà dans l'Égypte ancienne, ne pouvaient y accéder qu'une élite. Ceux qui voulaient prétendre au pouvoir, ceux qui voulaient exercer le pouvoir, en l'occurrence les pharaons, d'accord ? Et ceux qui n'avaient pas peur d'affronter les dangers de la mort. C'était ça les grands mystères. Donc vous avez ici, dans la flûte enchantée, ceux qui vont accéder aux grands mystères, Tamino Pamina, et ceux qui, en bas, le peuple, religion polythéiste, vont, eux, rester, si vous voulez, au niveau des petits mystères. D'accord ? Donc il y a quand même un phénomène d'initiation pour tout le monde, mais pas au même niveau. Et puis vous avez, alors, comme à l'époque de l'Égypte ancienne, vous avez la superstition, le polythéisme, et de l'autre, la sagesse, la quête de la vérité. On retrouve ce schéma, effectivement, des mystères égyptiens dans la flûte enchantée. Alors la superstition, effectivement, pour quelqu'un comme Ignace von Born, qui était donc un illuminé, qui était un minéralogiste, professeur d'université de très haut niveau, eh bien, on y voyait quand même globalement à cette époque-là la religion catholique. Il faut être très clair. La religion catholique avec son credo qui enferme quelque part et avec des croyances qui ne sont pas toujours établies sur, ou des dogmes qui ne sont pas toujours établis sur la vérité. Donc von Born et les illuminés de l'époque, eux plaidaient, si vous voulez, pour sortir de la religion monothéiste catholique et accéder à une religion universelle qui serait en adéquation avec la République universelle, c'est-à-dire une religion qui s'adresserait à tous, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit sa race, quel que soit le pays où il habite. Donc là, si vous voulez, il y a effectivement, on retrouve cette dichotomie entre la superstition d'un côté et la sagesse et la raison de l'autre, la vérité. Alors ça se passait, les mystères de l'Égypte ancienne, il faut comprendre, ça se passait dans des... L'Égypte, c'est un pays où il y a énormément de sites initiatiques. Vous avez des grottes un peu partout, vous avez des puits, vous avez des tunnels, vous avez bien sûr les pyramides. Tous ces lieux, si vous voulez, souterrains, secrets, et c'est ça qui intéressait les francs-maçons. C'est-à-dire que dans l'Égypte ancienne, il fallait que ceux qui accèdent aux grands mystères restent dans le secret. Il ne fallait pas que ça soit dévoilé, vous voyez, parce que ça aurait remis en cause le bon ordonnancement de l'État et de la société. Donc,
le secret est fondateur. Et donc, si vous voulez, dans cette religion des mystères égyptiens, effectivement, on est dans des grottes, on est dans des souterrains, et il se trouve qu'à l'époque de Mozart, il y avait dans les jardins des francs-maçons, notamment autour de Salzbourg, énormément de grottes qui avaient été aménagées pour y développer un certain nombre de rituels qui rappelaient les rituels égyptiens. Ça, c'est attesté, et d'ailleurs Mozart lui-même voulait créer sa propre loge. Et je vous le donne dans le mille, il voulait intituler sa loge Die Grotta, la grotte. La grotte, c'est-à-dire l'endroit où se passaient les mystères égyptiens à l'époque des mystères de l'Égypte ancienne. Écoutons, si vous voulez bien, une incarnation musicale de cette pensée, mais avant cela, je voudrais vous lire un extrait du récit d'Apulée. Le récit d'Apulée qui a été repris par Plutarque dans un de ses livres, et qui explique ce que c'était que le rituel des mystères égyptiens. Et là, vous allez voir que, ça correspond quasiment parfaitement au rituel que va vivre Tamino, notamment, pendant toute la flûte enchantée. Je lis Plutarque. Il est donc question des rituels de l'Égypte ancienne. Ici, l'âme est sans connaissance, sauf lorsqu'elle est près de la mort. Elle fait alors une expérience comparable à celle que font ceux qui se soumettent à l'initiation au grand mystère. C'est pourquoi le mot « mourir », tout comme le phénomène qu'il exprime, telestan, et le mot « être initié », telestai, tout comme l'action ainsi désignée, se ressemblent. La première étape est une errance pénible, un désarroi, une course anxieuse, sans but, dans l'obscurité. On a exactement ça dans la flûte enchantée à l'acte 2 pour Tamino et Papageno. Ensuite, avant la fin, on est saisi par toutes sortes de frayeurs et tout est tressaillement, tremblement, sueur et peur. Finalement, on est salué par une merveilleuse lumière, divine, et l'on est reçu dans un paysage pur et dans des prairies en fleurs où résonnent des voix et où on aperçoit des danses, où l'on entend des chants solennels et sacrés et où l'on aperçoit des silhouettes divines. Tout à fait la scène finale de la flûte enchantée. Accompagné de ces chants et de ces figures, enfin complètement et parfaitement initiés, parce que mystère, ça n'a rien à voir avec le mot mystère tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Mystère, il faut traduire, mystère égale initiation. C'est ça les mystères, c'est l'initiation. On devient libre et on s'avance sans chaîne, couronné de fleurs, pour célébrer les rites sacrés dans le cercle des hommes saints et purs. Donc vous voyez, ce texte qui effectivement résume en quelque sorte le parcours initiatique de ceux qui se prêtaient au grand mystère, ressemble quand même d'assez près au parcours de Tamino, notamment dans la flûte enchantée. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'arriver à ce que les Égyptiens appelaient l'époptie. Vous avez dû entendre parler de ce terme. L'époptie, c'est quoi ? C'est la vision de la vérité. C'est regarder la vérité en face. Vous voyez ? C'est la vérité et la vertu. Il y a cette très belle phrase de Clément d'Alexandrie qui dit que l'initié au grand mystère, il construit en lui le sanctuaire le plus intérieur de la vérité. Il va construire en lui un sanctuaire qui est celui, dans sa propre personne, qui est celui de la vérité. On parle d'ailleurs à l'époque de l'état divin. On accède à l'état divin, et notamment, surtout, l'objectif des mystères, Isis et ensuite après Éleusis, c'est de vaincre la peur de la mort et d'accéder à la vie éternelle, à l'âme éternelle. Alors les trois garçons, dans la flûte enchantée, qu'est-ce qu'ils nous disent ? On va les entendre. Annonçant le jour, le soleil va resplendir. Donc on passe de l'obscurité pendant le rituel des mystères, avec des bruits d'orage, des tressaillements, des bruits de vent, des fleuves à traverser ou des rivières à traverser, des brasiers à traverser, parce que c'est ça, les épreuves, c'était une expérience vraiment vécue. Il fallait vaincre la peur. Et c'était des épreuves réelles. Il y avait des épreuves symboliques, mais il y avait des épreuves réelles. Effectivement, ils nous disent, annonçant le jour, le soleil va resplendir sur sa courbe dorée. Bientôt, les fausses croyances s'effaceront, l'homme sage triomphera, douce paix descend vers nous, revient dans le cœur des hommes, la terre sera le royaume des cieux, les mortels égaleront les dieux. Parce qu'effectivement, quand on est initié au grand mystère, on est dans l'état divin et on égale les dieux. Alors écoutons les trois garçons.
Sohn auf dunkler Bahn. Und so den Glauben schwinden, und sich der weise Mann. O holde Ruhe stecken nieder, kehren der Menschen Herzen wieder. Dann ist die Erde ein Himmelreich, Unsterbliche sind Göttern gleich, Unsterbliche den Göttern gleich. Doch seht, von Zweifel wird man nennen, wo nicht werden. Sie ist wahnsinnig, wird verschmäht, leiden. Lasst uns den Anlass, Menschen, allen Trost bereiten. Wir wollen ein Schenken, so ist es ein Gottes Name. Lasst uns beiseite gehen, damit wir was sie machen sehen. Damit wir was sie machen sehen. Il s'adresse à Pamina, Pamina qui s'apprête à se suicider. Donc elle est aussi confrontée, elle, alors c'est pas une mort rituelle, symbolique, c'est vraiment une mort réelle parce qu'elle est désespérée. Tamino, a priori, semble ne plus l'aimer, donc elle veut se suicider, les trois garçons arrivent au bon moment, mais donc elle passe à travers cette épreuve de la mort également. Alors, pour avancer, donc, et pour conclure rapidement maintenant, au début de l'acte 2, Zarastro réunit ses prêtres. Alors ils sont 18, 3 x 6, 6 x 3, chiffre 3 toujours, qu'on retrouve en boucle dans l'opéra. Et qu'est-ce qu'il dit? Et là on est en plein dans les mystères égyptiens, les mystères d'Isis. Il nous dit, vous, il s'adresse à ses frères, à ses prêtres, serviteurs des grands dieux Isis et Osiris, qui avaient été initiés dans le temple de la sagesse. Il ajoute, ce jeune homme, Tamino, erre devant notre porte et veut déchirer les ténèbres qui voilent son regard pour apercevoir en ce sanctuaire la lumière suprême, celle des grands mystères. À propos de la reine de la nuit, un peu plus loin, il ajoute, cette femme s'imagine avoir de la grandeur, elle espère séduire le peuple par l'illusion et la superstition et détruire le solide édifice de notre temple. Mais elle ne saurait y parvenir. Tamino, le noble jeune homme, nous aidera lui-même à le consolider et par son initiation, la valeur sera récompensée et le vice châtié. Vous voyez, c'est une initiation non pas strictement maçonnique, elle est maçonnique à cette époque-là dans les loges viennoises, mais c'est une initiation qui renvoie au mystère égyptien. Et c'est pour ça que cette figure d'Isis et Osiris revient en boucle, notamment à l'acte 2 dans la Flûte enchantée. Et moi j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi, je vous le dis honnêtement. Je me demandais pourquoi. Bien sûr, il y a le texte d'Ignace von Born sur le mystère égyptien où il est question beaucoup d'Isis et Osiris, mais je me demandais pourquoi ça revenait en boucle. Oui, mais effectivement, si on adopte la thèse de Jan Assmann, on comprend mieux pourquoi il est souvent fait référence à Isis et Osiris. Alors, vous savez comment ça s'achève, on va voir la scène finale. Ça s'achève sur la victoire de la lumière sur les ténèbres, sur la victoire de la sagesse sur la superstition, mais c'est aussi, ça s'achève surtout sur la victoire d'un couple enfin réuni, initié au même niveau. Puisque Pamina, qui a subi avec succès les épreuves de l'eau et du feu, est digne d'être initiée, et elle accède effectivement à la béatitude suprême avec son mari, son futur mari, Tamino. Zarastro dit, les rayons du soleil chassent la nuit, détruisent le pouvoir des imposteurs. Et le chœur ajoute, gloire à vous initiés, délivrés des ténèbres, nous vous rendons grâce Osiris et Isis. Alors voyons cette scène finale, vous allez voir, dernière apparition de la Reine de la Nuit, qui là cette fois, elle, est dans le registre de l'échec. Elle a perdu d'ailleurs son arme majeure, qui est son extrême aigu. Elle est dans l'échec, elle va retourner là où elle était, dans son ciel stellaire, étoilé, froid, solitaire, et puis la lumière l'emporte sur les ténèbres. C'est très dans l'esprit des Lumières aussi, ça. Stille, Stille, bald dringen wir im Tempel ein. Nur Stille, 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 bald dringen wir im Tempel ein. Doch Fürstin, alte Wort, erfülle, dein Kind muss meine Gattin sein. Und ich soll's befinden, und jetzt soll deine Gattin sein. Die Kind, die Kind, die Kind, soll deine
Rauschen, wie Donnerton und Wasserfall. Doch fürchterlich ist dieses Rauschen, wie von den Teufelsfliegen. Sie ist in des Tempels Halle. Und Donnerfallen sie überfallen, die Vergewaltigen von der Erd, mit Feuers und Licht entsteht. Die große Königin der Nacht, die große Königin der Nacht, sei unsere Rache Opfer gebracht. conclusion, je vous dirais que, bien sûr, la dimension rituelle, vous l'avez compris, est importante, voire essentielle pour comprendre le sens de l'œuvre. Elle s'inscrit, cette dimension, dans un vécu de Mozart lui-même, mais elle va bien au-delà, cette œuvre, puisqu'il est dit aussi, il est affirmé la puissance de transformation de l'amour. L'amour est une force, est une énergie qui fait se mouvoir les personnages, qui permet aux personnages de se dépasser et d'accéder au divin également. Il est dit dans le duo. Et puis aussi, c'est une sublime métaphore sur le pouvoir magique de la musique. D'où le titre de l'œuvre, la flûte magique, die Zauberflöte,
puisque effectivement, au moment de l'épreuve du feu et de l'eau, qui sont deux épreuves terrifiantes, hein, et donc si on se raccorde au rite des mystères égyptiens, ça n'a rien à voir avec les quatre étapes de l'initiation maçonnique. Là, on ferait un contresens. Les 4 étapes de l'initiation maçonnique que vous connaissez bien, là, on n'est pas du tout là-dedans, puisqu'on est dans des épreuves qui, comme lors des cérémonies d'initiation au mystère d'Isis, peuvent réellement entraîner la mort. Il s'agissait de traverser des brasiers et de traverser des fleuves. C'était vraiment, on mettait à l'épreuve le courage des mystes, hein, à l'époque de ceux qui voulaient accéder au mystère. Donc, si vous voulez, il y a l'amour, il y a le pouvoir magique de la musique, qui est elle aussi absolument transcendante, parce qu'il est dit au moment de l'épreuve de l'eau et du feu, Pamina rejoint Tamino, elle lui dit voilà, c'est l'amour qui va nous guider, hein, et la musique, et il est dit nous avançons, joyeux, par la force de la musique, à travers les épreuves de la mort. Quelques semaines après avoir écrit ce texte, parce que je pense que cette phrase-là, elle est de Mozart, elle n'est pas de Schikaneder, ou en tout cas ils l'ont fait ensemble, Mozart s'éteignait donc dans la nuit du 4 au 5 décembre, c'est ce qui fait de cet opéra, un opéra à la fois total et testamentaire. Merci infiniment de votre attention, j'espère ne pas avoir été trop long, cet opéra dure 3h20, il est éminemment complexe, donc j'ai essayé, dans le temps qui m'était imparti, assez tardivement, hein, je m'en excuse, de vous donner quelques pistes de réflexion, mais vous savez, comme me disait mon maître Bruno Lussato, ce genre d'œuvre, en fait, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire que vous avez compris quelque chose, et il y a une autre porte qui s'ouvre, il vous faut comprendre autre chose. Une vie ne suffit pas à comprendre la profondeur d'une telle œuvre. On se situe au niveau, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, hein, on se situe au niveau de la Divine Comédie de Dante, voyez, ou du Ring de Richard Wagner. Voilà. On est dans cet étiage-là, c'est-à-dire une œuvre, effectivement, à la fois profonde, profondément spirituelle, et une œuvre qui nous interpelle, qui nous questionne en permanence, et qui ne cessera jamais de nous questionner. Merci infiniment. Si vous avez des questions, bien sûr, ou des observations, ou des ressentis, ou des ajouts, eh bien entendu, ça me fera plaisir de les partager avec vous. Merci. Merci.